Je vais commencer par les 400 coups de François Truffaut, parce que ça permet de bien comprendre à quel point des petits sons cachés dans la piste son peuvent influencer le spectateur et expliquer des choses. Même des tout petits sons qui ne sont pas les dialogues principaux, etc. Donc ce film est considéré comme le manifeste de la nouvelle vague. Il est fait en 1959 par François Truffaut, qui avait écrit dans les cahiers du cinéma comment est-ce qu'il fallait faire les films, qui avait rejeté le cinéma classique français en disant ça c'est mauvais. Et donc tout le monde l'attend en tournant quand il présente son premier long métrage. La nouvelle vague est souvent considérée comme le cinéma de la liberté. Le cinéma qui part dans les rues, qui n'a pas besoin de studio, qui a une toute petite équipe, qui filme en semi-improvisation. Godard, il donne les dialogues à ses acteurs 5 minutes avant le tournage. 5 minutes, ils n'ont pas le temps d'apprendre en fait. Ils lisent 2 lignes comme ça et après ils improvisent. Donc il y a cette notion de liberté. Alors, donc de 1958 à 1963, c'est les dates de la nouvelle vague, on a cette idée de liberté, et notamment la caméra qui est portée à l'épaule ou qui est poussée dans un fauteuil roulant, on met le caméraman pour aller plus vite avec Godard, ou bien sur une voiture qui suit les personnages. Donc il y a toujours cette caméra en mouvement. Mais si on met la caméra tout le temps en mouvement, comment est-ce qu'on fait pour faire le son? Et là, il y a un aspect un petit peu paradoxal, c'est que le son de la nouvelle vague, il est à 99% post-synchronisé. Il est fait après. Dans le cas des 400 coups, c'est comme ça. Le film est tourné sans aucune prise de son, et après, en studio, les acteurs vont rejouer, ils vont post-synchroniser les scènes. Sauf une scène, qui est celle où le personnage rencontre la psychologue. Juste avant, ici, ce qu'on est en train de voir ici, c'est avant la scène de la psychologue, c'est de la post-synchro. Si vous écoutez le personnage, on entend bien que les pas sont du bruitage, voilà. Et juste après, par contre, on a Jean-Pierre Léaud qui parle en son direct. Juste à la fin, là, on voit le copain, le seul ami véritablement du petit garçon qui est joué par qui est Antoine Doinel dans le film, qui est joué par Jean-Pierre Léaud. Son ami vient pour lui donner un paquet. Il parle avec le gardien, on n'entend rien. Pourtant, il y a juste une toute petite fenêtre, une toute petite vitre, et en plus c'est une porte à double battant, ce qui fait que le son il devrait passer, on devrait l'entendre. C'est juste artificiel, non naturel, juste pour expliquer à quel point il est loin de lui, et que c'est impossible. On ne peut pas l'entendre parce que c'est impossible qu'ils se retrouvent. C'est impossible qu'ils puissent être ensemble. Donc, c'est une construction artificielle du son, là. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup. Et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue. Puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai plus trouvés. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Pourquoi n'aimes-tu pas ta mère? Parce que d'abord, j'étais en nourrice, puis quand ils ont plus eu d'argent, ils m'ont mis chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, elle a vieilli, tout ça, elle pouvait plus me garder. Puis alors je suis venue chez mes parents à ce moment-là, mais j'avais déjà 8 ans, tout. Et puis je me suis aperçue que ma mère, elle m'aimait pas tellement, elle me disputait toujours, et puis pour rien, des petites affaires insignifiantes.
Alors aussi, genre, quand il y avait des scènes à la maison, j'ai entendu que ma mère, elle m'avait eu elle m'avait eu fille mère, quoi. Et puis avec ma grand-mère aussi, elle s'est disputée une fois. Et là, j'ai su qu'elle avait voulu me faire avorter. Et puis si je suis née, c'était grâce à ma grand-mère. As-tu déjà couché avec une fille? Non, jamais, mais enfin, je connais des copains qui sont allés. Alors, ils m'avaient dit, si t'as vachement envie, t'as qu'à aller rue Saint-Denis, là, il y a des filles. Alors, moi, j'y suis allée, et puis, j'ai demandé à des filles, et je me suis fait vachement engueuler, alors j'ai eu la trouille, et puis je suis partie. Puis je suis revenue encore plusieurs fois. Puis alors, comme j'attendais dans la rue, il y a un type qui m'a remarqué, il a dit, qu'est-ce que tu fous là? C'était un Nord-Africain. Ah bah alors, je lui ai expliqué, alors il m'a dit, il connaissait sans doute les filles, parce qu'il m'a dit, moi, j'en connais une qui va... une jeune, quoi, qui va avec les jeunes gens, tout ça. Alors il m'a emmené à l'hôtel où elle était, et puis justement ce jour-là, elle n'y était pas. Alors on a attendu 1 heure, 2 heures. Puis comme elle ne venait pas, moi je me suis tirée. Alors dans l'autre scène, donc la scène de la psychologue, d'abord juste une petite remarque sur la psychologue elle-même. Quand on emmène des classes de collège en France voir le film, c'est une expérience qui a été faite par moi et d'autres collègues, si on emmène des classes d'adolescents voir le film, après le film, quand on sort de la salle de cinéma, on demande aux garçons comment elle est la psychologue dans le film quand Wanel discute avec la psychologue. Les garçons ils disent « Ah, elle est super belle !» En fait, on la voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la construction de la psychologue se fait uniquement par la voix et qu'on n'a pas besoin de la voir. Et par contre, c'est intéressant qu'on concentre notre attention sur ce que dit Antoine Wanel. Alors pourquoi faire du son direct uniquement pour cette séquence-là? Toutes les autres séquences sont tournées dans des extérieurs réels, des vrais petits appartements, les vraies rues de Paris. Donc c'est très compliqué de faire du son en extérieur à ce moment-là. C'est difficile. Il n'y a pas de son synchrone facile à transporter. Et ici, il a loué un studio, c'est cher de louer le studio, lui il a loué un studio juste une après-midi pour faire un seul moment du film avec le son direct, parce que c'était très important pour François Truffaut que cette séquence-là soit très bien comprise par le spectateur, que tout ce que dise Antoine Wanel soit bien repéré comme étant le plus proche de ce que ressent l'enfant. Parce que ce qu'il va dire à ce moment-là, c'est ce qui est le plus important pour le réalisateur. Le film est un film autobiographique, et ce qu'il dit là, c'est très dur à expliquer. C'est-à-dire, Truffaut, effectivement, est un enfant naturel, un enfant dont il ne sait pas qui est son père. Sa mère lui a jamais dit qui est son père, il n'a jamais vu son père, et sa mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre juste après la naissance de Truffaut. Et dans la vraie vie, ce qu'on entend là, c'est exactement la même chose. Dans la vraie vie, Truffaut n'a jamais vu son vrai père, son père biologique. Et tous les éléments qui sont donnés, la vie avec la grand-mère jusqu'à 10 ans, le rapport très très dur avec sa mère,